Hello hello, aujourd'hui on vous parle de Riftbound, on vous parle du jeu de cartes à collectionner de Riot Games et on parle surtout du set 2. Vous allez apprendre sur cette vidéo tout ce qu'il faut savoir pour les petites nouveautés, voilà, tout ce qu'il faut savoir pour jouer les nouvelles mécaniques. On va pas vous parler de toutes les cartes en détail, mais on va vous parler un tout petit peu de méta, on va vous parler un petit peu des nouvelles cartes assez intéressantes, des équipements, des nouveaux mots-clés, enfin tout ce qu'il faut savoir pour en tout cas comprendre et comment bien jouer en tout cas le set 2. Risque de voir. Et qu'on va sûrement voir parce qu'elles sont les légendes et autres. Donc une vidéo en tout cas à ne pas rater. Et après on fera peut-être plus tard une autre vidéo un peu plus technique, mais c'est toujours bien de faire par étape. Un premier aperçu déjà, expliquer les mécaniques, parler de quelques cartes qui risquent de ressortir pas mal. Les premières évolutions de la méta, parce que on a les Chinois qui ont commencé à jouer depuis un petit moment, donc on a une petite idée déjà de ce qui fonctionne et de ce qu'il va falloir essayer de contrer peut-être. D'ailleurs, ça sera très bien à partir du mois de juillet où ça sortira en même temps que la Chine et ça permettra de pas avoir des gens qui ont regardé déjà pendant 3 mois avant et t'arrives et tu te fais dégommer. Là au moins tout le monde arrivera en même temps et tu découvriras la méta. Ça sera intéressant de. C'est ça. Après, ce qui est intéressant quand même de voir, c'est que on a vu la méta chinoise au set 1. Quand les joueurs européens, américains ont commencé à jouer, on a vu qu'il y avait une évolution de la méta. C'est vrai. Parce que il y avait, on jouait pas forcément de la même manière au niveau, et ça c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire qu'il y avait une méta qui était installée en Chine, et on a vu qu'en Europe, États-Unis, il y avait eu des choses qui étaient sorties, qui étaient vraiment différentes et qui avaient vraiment fait bouger la méta. Les habitudes de jeu, un peu comme dans les boutiques, où des fois tu es dans une boutique. C'est ça, ou les habitudes de jeu, ou même des fois des habitudes de pensée, parce qu'on reçoit pas forcément les mêmes types d'éducation, donc on n'a pas forcément au niveau de. Que si tu regardes, pour ceux qui jouent à League of Legends par exemple, quand on regarde les gens qui jouent ou les champions qui sont joués en Asie, c'est pas les mêmes que ceux qui jouaient en Europe et comment ils jouent. Bon, on se fait un peu écraser par la Corée surtout et autres, mais c'est assez, ça peut venir aussi d'une façon de penser, d'une éducation et autres. Donc ça, je trouvais ça intéressant quand même de voir comment eux ils ont. Ouais. Ce serait intéressant de voir en même temps, tu vois, justement comment ça peut. Et qu'est-ce qui va peut-être avoir contré, comment va peut-être évoluer la méta, parce qu'on commence à avoir quand même des petits signaux, on va dire. Et c'est parce que c'est vrai que donc on le disait sur la vidéo précédente qu'on vous invite à voir. Donc j'ai fait une vidéo qui parle du pré-rift où on explique un peu les avant-premières et les scellés. Ensuite, on a fait une vidéo où en live du tournoi. Où on a fait un tournoi là, c'était très très sympa. Et ensuite, on a fait une vidéo collection où vous pouvez voir un peu l'unboxing que vous voyez aussi avoir en description. Et là maintenant, on parle vraiment plutôt de mécanique sur le set 2 parce qu'on a quelques mois pour profiter avant le mois de mai où paf le set 3 tu me disais ça va vite. C'était là. T'as pas le temps de finir qu'il y en a un autre. C'est vrai que c'est quand même assez, ça prend du temps, les jeux de cartes à collectionner, quand tu veux vraiment être dedans, savoir ce qui se passe, comment on joue les autres, t'as besoin d'être toujours... C'était rigolo, j'ai un gros joueur de jeux de société, jeu expert, qui disait qu'il suivait la chaîne à l'époque pendant des années sur la garage jeu pour les gros jeux, les Dungeon Crawler et compagnie. Il me dit, depuis que je suis sur le TCG, il me disait qu'en gros, globalement, il joue plus trop aux jeux mais c'est très prenant en termes de temps et... C'est ça. Allez, écoute, sans plus attendre, on va un peu montrer ces cartes parce que on va expliquer quelles sont. On va peut commencer, si tu veux, Julien, par les nouvelles mécaniques, peut-être. Ouais. On va expliquer qu'est-ce qui a été. Peut-être la plus simple, peut-être le repeat, parce que c'est un peu le plus simple. Donc, on va avoir certaines cartes, souvent des sorts d'ailleurs, principalement, qui ont un mot-clé qui s'appelle repeat. Donc on a quoi? Tu peux nous prendre un counterspell parce qu'il n'y en a pas tant que ça par rapport au set 1. Pas énorme. Donc, et on va avoir un petit sort de dégâts si tu veux. On va avoir le Piercing Light qui est pareil, une carte qui est assez sympa et qu'on risque de revoir dans les decks aggro. Donc comme on voit, donc c'est ici le repeat et donc à côté il y a une valeur parce qu'en fait le principe c'est que on va pouvoir répéter l'effet de la carte une seconde fois. C'est comme si on avait 2 cartes en une, quoi. Ça nous permet de, un peu, quoi. C'est ça. Et ce qui est assez sympa, c'est que ça veut dire que aussi on peut la jouer en début de partie pour son coup simple, et puis après, quand ça avance, voilà, on gagne vraiment de la flexibilité. Ouais, alors par contre, t'es quand même obligé de déclarer de suite la répétition. Au moment où tu joues ta carte, t'es obligé de dire si tu la joues une fois ou 2 fois et payer évidemment ses coûts. Et c'est considéré aussi comme un sort différent. C'est-à-dire que par exemple, sur le Piercing Light, on va faire des dégâts à une unité, on va la cibler, lui faire des dégâts,
on va pouvoir faire un repeat, on va devoir la recibler. Donc s'il y a un deflect, par exemple, on va donc le deflect, il faut recycler une rune pour pouvoir faire en sorte que l'ennemi soit affecté. Il va falloir recycler 2 runes. Et Katian Rain, par exemple, c'est 6. C'est pour ça qu'il y avait les fameux mises à jour, on va dire. C'est ça. Donc il faut faire attention. C'est une seconde occurrence, on va dire, du sort. Donc c'est comme si c'est pas un seul sort qu'on va cumuler ses effets, on fait comme si on avait 2 sorts. Donc c'est pour ça aussi que le Piercing Light, donc concrètement, on fait des dégâts à une unité dans le battlefield et après on fait des dégâts à une unité qui est dans la base. On peut très bien choisir 2 unités dans des battlefields différents et 2 unités dans la base qui soient différentes. Donc potentiellement on peut toucher jusqu'à 4 unités. Par contre, attention, il y a certaines cartes où on peut les jouer s'il y a pas la condition est pas complètement remplie, s'il y a un point. Mais là, comme il n'y a pas de point, t'es obligé d'avoir une unité dans un battlefield pour pouvoir jouer la carte. Tu peux pas dire, tant pis, je tape dans la base et je fais pas au battlefield. Si t'es obligé de taper dans le battlefield. Quoi. Voilà. Parce qu'il y a marqué ensuite. Alors que certaines autres qui disent, du coup, tu peux pas discard, tant pis, point, tu juste tu draw. Alors ça fait partie, des petites problématiques au niveau du règle, des wordings ou autres, ou des fois, il y a des petites choses, à faire attention. Mais maintenant, ils sont en train, je pense qu'on aura moins de problèmes avec les prochains sets. Alors vous avez vu que dans le repeat, il y en a un où il y a que le coup d'énergie, et sur le piercing, vous voyez qu'il y a aussi le coup, c'est de l'énergie plus, et en général, c'est la même chose que le coup de base de la carte. C'est souvent, j'ai pas vu des cartes où le repeat était pas identique à celui du coup de base. Là, elle coûte 2, le repeat il vaut 2. Ah non, là ça vaut 2 recyclage, et c'est 2 recyclage. Souvent c'est exactement la même chose. Ouais. Et par contre, la mécanique de ce set 2 permet, avec des persos comme le champion Ezreal, etc., de payer moins cher, par exemple, les coups de repeat. Et c'est ça qui est intéressant, ou certains battlefields qui ont été faits, on ne voit plus rien, mais qui ont été faits pour que les repeats coûtent moins cher. Donc après on peut jouer sur j'ai beaucoup de cartes qui vont repeat et donc avoir un champion ou des BF qui vont permettre de payer moins cher les repeats et donc ça devient vraiment intéressant. C'est ça. Ok, pour le repeat, voilà. Alors sachant qu'on y a marqué repeat 4, ça veut pas dire faire 4 fois, ça veut juste dire que c'est... alors oui, et puis alors après pareil, moi à un moment je m'étais posé la question, on peut faire une seule fois un repeat, on va pas pouvoir répéter à l'infini. Parce que c'est vrai que ça aurait pu être super sympa de pouvoir répéter avec celui-là, de sort là. Là, tu rasais complètement le board de l'adversaire, quoi. Donc ça, c'est une des premières mécaniques qui est très intéressante. Parce que ça qui est simple, qui rajoute pas vraiment de règles et autres. Faut bien faire attention à se dire que c'est une nouvelle occurrence d'un sort pour tout ce qui va être deflect, mais sinon c'est très très simple. On parle du nerf de la guerre peut-être sur le set 2. Des équipements. Eh oui, parce que les équipements, c'est quand même ce qui fait le gros changement du jeu. Est-ce que tu prends un équipement simple au début ou on prend directement on va prendre un très simple, par exemple. Faut voir mes jolis bots. Les bots que tu aimais bien là pour équiper avec Ezreal. Donc concrètement, on va avoir des équipements. On en avait déjà. Alors ce qu'il y a, on en avait déjà au set 1. Parce qu'on avait les sauts, on avait Dazzling Aurora, les gears, on avait c'est la même chose, c'est les gears. Parce que là ça reste des gears, mais en plus ils ont le mot-clé équipement. C'est ça. Mais on reste sur le type de carte gear. Donc voilà, gear équipement. Et qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est équipement? C'est parce qu'on va pouvoir l'équiper sur une unité. Donc par exemple, hop, on va faire ça comme ça. Et donc, quand elle est équipée sur une unité, elle va donner souvent un bonus en puissance, et en plus, une capacité ou un mot-clé supplémentaire. Donc là, ça donne ganking et un +2. Donc le personnage passe à 4. Alors, par contre, comment ça marche? Comment ça coûte, etc. Comment ça marche pour... Laisse montrer. Les jouer. Vas-y. J'y vais? Ouais, vas-y. Alors, la première chose qu'on fait, on va payer le coût, qui est ici de 3, ce qui va permettre de mettre en jeu l'équipement. Quand on met en jeu l'équipement, on le met pas directement sur une unité. On le met sur son plateau, comme les équipements avant. Et pour l'équiper, il va falloir payer le coût équipe, qui est noté sur la carte. Donc là, équipe, il faut recycler une rune. Et au moment où on paye le coût d'équipement, là, on va pouvoir l'équiper sur une unité. Donc on va avoir... Elle perd son coût, du coup on n'a plus que son effet qui est en dessous. Donc concrètement, elle va... c'est en 2 étapes, c'est quelque chose en 2 étapes qui se fait. On paye d'abord le coût pour poser la carte et après le coût pour l'attacher, mais on n'est pas obligé de le faire au même tour. On peut très bien jouer au début un équipement sans avoir d'unité et l'attacher
l'attacher ensuite. En sachant que les équipements arrivent redressés de base, donc tu peux tout à fait... Les équipements arrivent redressés comme au tout début. Ça change pas. Hein. Là, au niveau, il y a rien qui change. Alors, donc tu nous as dit effectivement, on va l'équiper, il va être sur le personnage, donc ça va permettre d'avoir une stat permanente sur le perso. Et il faut savoir que les équipements, si à un moment donné votre personnage devait mourir malheureusement, l'équipement, lui, à moins d'avoir un mot-clé spécial sur l'équipement, mais sinon l'équipement va revenir à votre base et lui va pas être éliminé. Et ça va permettre de pouvoir le re-assigner et repayer l'équipe à quelqu'un d'autre. Parce que sauf cas particulier que tu vas nous expliquer après, un équipement qui est assigné à une unité ne peut plus être assigné à quelqu'un d'autre, sauf cas particulier. Exactement. Donc on peut pas la faire bouger. Par contre, si notre unité meurt, elle revient dans notre base et on peut l'utiliser pour équiper un autre personnage. L'équipement, pas l'unité. Non, l'équipement. donc ce qui fait que en fait on va avoir de ces équipements comme ça dans toutes les couleurs et dans toutes les raretés d'ailleurs. Hein, on en a même des signatures spell qui sont des équipements. Yes. Donc voilà, c'est vraiment l'équipement, c'est la grosse nouveauté de. C'est le centre du Spirit Forge. Alors centre, ça révolutionne pas attention le gameplay tout ça. On va y venir juste après. Ça veut pas dire que vous aurez que des gros tanks, des gros persos qui auront 20 équipements sur eux, mais ça donne une mécanique. Alors on peut. Parce que pendant la pré-release, on en a vu des Jax. C'est ça, il y en a qui se font plaisir. Mais... Il faisait un peu peur. Et donc on va avoir des mots-clés qui vont être associés à cette nouvelle mécanique en fait. Donc on va. Tu parlais de la signature, tu veux montrer la signature ou tu veux... on montrera. Allez, après celle-là. Après on va montrer donc les Weapon Master et le Quick Draw sur des cartes assez simples. On va rester sur des cartes communes. Donc le Weapon Master qui est là, qui est attaché à une unité, c'est simple. Quand une unité comme ça, on la met en jeu, on peut l'équiper avec un équipement. Même si elle est attachée à quelqu'un d'autre. Sans payer le coup. Et même si elle est attachée à un autre personnage. Donc c'est plutôt sympa quand on veut utiliser. On peut très bien attaquer avec une unité, profiter de son équipement, et puis après mettre une autre unité, piquer l'équipement pour préférer cette unité. Voilà, donc ça met des options de jeu pas mal. Et après on a le Quick Draw. Qui je trouve est quand même vraiment sympa pour le coup, parce que ça permet de jouer l'équipement en réaction. Et ouais, donc c'est là où vous avez les trucs qu'il faut connaître, parce qu'on dit toujours dans Rivebond, le nerf de la guerre, c'est de connaître plus l'adversaire que vous-même, puisqu'il faut jouer par rapport à ce que l'autre est susceptible de jouer. Et donc c'est vrai que le Quick Draw, c'est un peu comme les réactions, c'est-à-dire que vous attaquez quelqu'un, si vous attaquez et que vous êtes pas sûr de gagner, que vous allez risquer de perdre vos unités, faut bien se dire, est-ce qu'il peut jouer du Quick Draw, est-ce qu'il va pouvoir jouer de la réaction? Et donc là, faut un peu... Donc là, ça a été typiquement, vous êtes en défense, pour 1, vous récupérez un shield 2 avec en plus un équipement qui est permanent en réaction. Donc c'est quand même assez sympa, et vous avez pas besoin de payer le coût d'équipement justement, puisque vous devez faudra quand même payer toujours payer le coût la carte, mais pas l'équipe quoi. Et c'est vrai que quand le recyclage des fois c'est un peu pénible, donc là c'est quand même intéressant. Il y en a qui ont même 2 de recyclage et tout, donc là quand c'est comme ça. Bon, il y en a relativement peu. Heureusement. Il y en a un que je pense vous allez voir sur voir, connaître, voir souvent. Voilà. Certains builds qui est lié à une légende qui va être beaucoup jouée, la Spinning Axe de Draven, donc le sort signature. Et donc là on a le Quick Draw. Donc c'est un équipement avec le Quick Draw, et ça donne un +3 quoi. Donc c'est assez fort. Le problème c'est que il faut pas le laisser non attaché, sinon il est détruit. Bon, après tu le rattaches à quelqu'un en général. Même vous n'êtes pas obligé de parce qu'il y en a qui se posent la question, t'es pas obligé de l'attacher même si c'est sa signature, tu peux l'attacher tout à fait à une autre unité. Donc à partir du moment où t'as une autre unité, c'est bon. Par contre, si t'as qu'une unité, que t'as que ton Draven et qu'après il meurt, du coup tu l'as à Lulu. Mais bon, pour un coup de 2, avoir un +3, bon, il faut quand même recycler, mais en réaction, en plus, c'est très fort. C'est bien quoi. C'est vrai que c'est Quick Draw, c'est intéressant, hein, ça permet de vraiment... Alors pareil, donc... Si on peut montrer un autre on risque de voir aussi, c'est un Zonia personnel, l'ange gardien, qui est aussi assez symbolique de LoL pour ceux qui jouent. Donc là, on doit mourir, en fait, on meurt pas. Ouais, c'est vrai que parce que là, donc il y a souvent, on voit +1, +2, +3 qui est permanent, donc c'est intéressant, c'est pour tous les tours, c'est pas comme un bonus d'un coup. Mais comme tu disais, là, par exemple, cela par rapport au Zonia, alors il
il est obligé d'être sur l'unité où il est. C'est ça. Mais par contre, ça se joue quand même dans le Maître Yi et compagnie, c'est des cartes qui sont très maîtresses. Et il y en a d'autres même qui copient tous les pouvoirs de la carte. Alors tu peux avoir un peu des combos avec un équipement qui dit, quand t'as cet équipement, tu copies tout le pouvoir de ta carte. Ouais. Alors on l'a pas sorti là, mais c'est vrai que ça permet d'avoir des combinaisons et des mécaniques. Donc bien entendu, si on a de l'équipement, on a des moyens de les détruire. Heureusement. Donc il va y avoir le salvage qui va... Oui, c'est ça, le salvage. Oui, le salvage qui va rester du 7-1. Qui en il y avait quelques cartes en jaune qui étaient dans énormément de side deck en jaune parce que ça permettait de contrer Dazzling Aurora par exemple ou certaines cartes comme Baited Hook ou des choses comme ça. Là celles-là elles vont rester dans les side decks de beaucoup de decks qui peuvent les jouer parce que ça va être encore plus utile. Et on va avoir de nouvelles cartes qui arrivent. Donc là sous forme de sort, donc là on peut détruire un équipement. Le contrôleur pioche 2 cartes. Et là, on a aussi une unité, vous la jouez et vous pouvez détruire un équipement. Donc, on a en plus des réponses pour contrer les équipements, ce qui est assez logique, quand on a une mécanique. Ou faire sur ses propres équipements, d'ailleurs. Ou faire sur ses propres équipements, effectivement. Parce que du coup, ça peut être comme il y a la mécanique de gold, tu viendras tout à l'heure, on peut effectivement, quand on crée beaucoup de gold, on peut décider de détruire ses propres équipements pour piocher et compagnie. C'est ça, exactement. Donc, c'est assez intéressant. Et c'est vrai que tu disais ça, Et alors, vas-y. Donc ça, c'est les équipements. Juste petit détail sur les équipements, on a même d'autres cartes, tu disais qu'ils les détruisent, mais t'as aussi d'autres cartes qui permettent de changer le contrôleur, de piquer l'équipement à l'autre, ou même donc de dire à l'autre, tu changes. Il y a aussi le personnage emblématique au niveau des équipements, la légende emblématique, c'est Jax, puisque lui, il va pouvoir permettre d'attacher un équipement sans faire de recyclage, donc en payant sans équiper. Et puis surtout, il va pouvoir permettre d'attacher un équipement attaché à une autre unité. Donc il va permettre de bouger un équipement d'une unité à une autre. Et comme tu disais, tu as aussi des cartes qui vont permettre de faire ce genre de choses-là. Ouais, voilà, sur l'équipement, je pense. Alors, on en parlera un peu après, est-ce que ça va vraiment révolutionner la méta, mais moi j'étais un peu dubitatif, et je pense que ça va vraiment pas révolutionner la méta. On va avoir quelques cartes équipements qui vont venir, mais on va pas voir arriver du jour au lendemain des decks full équipement ou tous les decks méta qui vont être avec équipement, et des premiers decks qui sortent en méta, c'est pas du tout le cas, quoi. On a assez peu d'équipements, et les leaders qui vont jouer sur l'équipement, donc comme Jax, ne sont clairement pas dans la méta tiers. Donc pour l'instant, en tout cas, ça reste en tout cas une mécanique assez sympa, mais qui va pas révolutionner la méta. On va avoir quelques cartes qui vont rentrer, mais les équipements vont pas tout changer, quoi. Tant mieux d'ailleurs. C'est bien que ça soit un plus, quoi. Enfin, en tout cas, que ce soit pas Ouais. Après, ça risque de rester quand même à la marge, quoi. À voir. On verra après au niveau de l'évolution. Mais en tout cas, le principe est sympa, et puis ça marche bien. Donc ça, c'était les équipements. Les équipements, le Quick Draw, le Weapon Master, t'en as parlé, le Repeat, t'en as parlé. En gros, les mécaniques principales, on va dire, de ce set, là, t'en as parlé. Après ça va être les petits tokens nouveaux qu'on va avoir. Ouais, tu peux les montrer. On va déjà présenter ces deux tokens unités. C'est des archétypes, en fait. Donc là, il y a rien de trop spécial. On va avoir un token qui vaut quand même 3 en might, donc qui sont des mecs. Donc on va avoir Rumble qui va jouer sur ça, notamment. Et on va avoir les Sand Soldiers d'Azir, de la légende Azir, donc là qui sont comme des recrues à 2, et puis de l'autre côté des recrues entre guillemets à 3. Donc on va pouvoir jouer, soit il y a des cartes qui vont permettre de les jouer, soit des légendes qui vont tourner autour de ces. C'est ça, du coup ça va débloquer des nouveaux archétypes, parce que c'est vrai que même tu vois Kai'Sa peut jouer mech, tu vois pas spécialement les tokens, mais jouer des unités mech, et parce que les types mech permettent d'avoir certaines. Et donc ça permet de créer des archétypes qu'on n'avait pas sur le set 1, qui sont assez intéressants aussi, parce que ça permet de nouvelles. C'est l'avantage d'ajouter des cartes avec des légendes qui vont avoir de nouveaux trucs, parce que Kai'Sa jouait pas spécialement mec, Kai'Sa ou d'autres, mais en tout cas c'est intéressant. Et après, par contre, un qui est assez important, c'est le token Gold, qui là va, en fait, c'est un saut qu'on va jouer une seule fois, quoi, concrètement, puisque on va devoir le sacrifier pour éviter de recycler une rune. Souvent, ils vont arriver exhaust, donc ça veut dire qu'on pourra pas les utiliser le tour où ils arrivent. C'est un peu
ce qui va quand même limiter un peu l'utilisation pour moi de ces gold. Par contre, c'est un gear aussi, donc c'est un token, donc on va pouvoir interagir avec des cartes qui jouent sur les gears, et on va avoir. C'est pour les gears justement, pour montrer qu'il y a pas mal de... Voilà, donc par exemple, quand je gagne un combat, je play un gold token exhausted. On va souvent, j'en ai pas vu qui faisait entrer les gold tokens non exhaust. Le seul moyen qu'il va y avoir a priori, ça va être, donc on va avoir Renata, qui est la légende qui va tourner autour de cette mécanique des gold, puisque quand on hold, on va pouvoir faire arriver des tokens gold, et si on a l'unité, la champion unit, ils arrivent ready. Ouais, donc c'est des petits trucs comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que ça permet d'avoir des ressources, tu te dis bon bah tiens, ça m'économise. C'est toujours bien de pouvoir générer de la ressource quand même. Mais c'est pareil, ça va pas être une mécanique qui va complètement révolutionner. Renata aussi est pas un champion qui va être très dominant, mais ça peut apporter un petit coup de boost. Les légendes l'utilisent, quoi. C'est vrai que tu prends Syrah, c'est beaucoup utilisé. Le truc c'est que ça va être utilisable par n'importe qui en fait. C'est ça concrètement. Mais après il y a Renata qui va tourner autour de ça, mais c'est utilisable par n'importe qui, et il y a quand même pas mal de cartes qui permettent de générer des gold. Et donc c'est toujours bien de générer de la ressource. De toute façon, c'est pas de. Que ce soit ça, que ce soit sur les Battlefield aussi. Les Battlefield, on voit on y reviendra, on va pas faire tous les Battlefield aujourd'hui, mais on voit qu'il y a que les gens testent un peu les nouveaux Battlefield, quoi. Là, j'en ai sorti quelques-uns là qui sont pas spécialement sur les gold, mais sur les équipements, du coup, évidemment, sur les repeats, etc., qui sont, lui, qui est donc là, celui-là, par exemple, qui est basé sur les équipements, hein, puisqu'on va pouvoir détacher des équipements. Là, c'est les repeats qui vont coûter 1 de moins, donc si on a pas mal de repeats. Celui-là, parce qu'avec les nouvelles légendes et tout ça, c'est vrai qu'on a envie de qui s'inclinent, on a envie de les redresser. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de légendes qui s'inclinent, où il y en avait déjà dans le set 1. Ça, c'est pour ta Fiora. Celui-là, oui, ça, c'est pour, Fiora que je risque de jouer quand on joue avec une unité Mighty ou des héros qui jouent des grosses unités d'ailleurs, c'est pas forcément Fiora. Et puis il y a celui-là qui est rigolo. Ouais, il y en a plein d'autres, hein, mais si on l'en met, on vous en fait voir rigolo qui ça permet de meuler un peu, de regarder ce qui se passe dans le deck. Qui va permettre de meuler, quoi. Regardez ce que donc c'est assez rigolo. C'est pas mal. On disait qu'il n'y a pas tant de counter spell que ça, il y avait Hard Bargain, donc qui se permet de counter 2 fois, ce qui est intéressant d'ailleurs, je sais plus si t'en as pas parlé tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui voudrait justement faire un gros spell, si tu payes 4, si tu le fais 2 fois, va falloir qu'il, hop, vas-y, je te laisse, voilà. C'est intéressant de counter 2 fois le même spell, quoi. Le payer très très cher. Après, c'est... Donc tu vois comme ça si l'autre il a 4 ou pas. C'est ça c'est dans le gros tournoi de la finale avec Ezreal contre il avait ça, puis non en fait il a viré cette carte, mais c'est vrai que c'est souvent de se dire bon tiens, est-ce que je la garde pas, ça peut être intéressant. C'est vrai que celle-là elle est moins situationnelle, celle-là, du coup tu dis bon celle-là tu la joues et voilà. Et ça c'est fait, quoi. Mais il y en a pas tant que ça. Dans les nouvelles cartes, moi, que j'avais un peu sélectionné, on disait il y a des cartes, c'est toujours bon d'avoir des cartes, counter spell évidemment, les cartes aussi qui font des dégâts, on en a peut-être un peu moins que sur le set 1. Ouais, il y en a. Elles restent toujours des cartes du set 1 qui font des dégâts, elles sont très jouées, qui vont rester. Après, il y a le piercing light qu'on avait montré. Bon, là, on a des, qui le gire aussi, deal 4 à une unité, donc tu le fais 2 fois, donc tu le répètes, ça fait 8 à l'arrivée. L'autre, elle est très jouée aussi parce qu'en plus tu fais un gold token en même temps. Donc, tu fais 3 et gold token pour 3, à l'arrivée, c'est tout bénef, quoi. En fait, t'as une value sur la carte qui est intéressante. Donc ça, c'est des cartes qui sont... Et tu peux la jouer en Aiden en plus. En plus, accessoirement. Donc accessoirement, ça peut avoir une grosse value, quoi. Et puis après, on a des petites cartes, ces deux-là, par exemple, qu'il faut connaître, parce que qui vont venir, c'est à peu près sûr. Parce qu'elle remplace un peu le cleave alors le cleave c'était un peu différent, mais c'est vrai que tu joues pas tout les deux, mais en rouge, c'est vrai que l'une ou l'autre, elle fait quand même plus 4 pour 2 si tu la répètes. Plus 4 pour 2, ouais. Alors c'est en assaut, attention. Et l'autre, plus 5, il faut quand même recycler 2 runes, mais plus 5. Et c'est pas en assaut, celle-là. C'est-à-dire, peu importe défense, attaque, contrairement à l'autre, c'est l'autre, vous plantez pas. C'est une action, ça peut faire mal. L'autre, c'est que l'assaut, mais l'autre, là, tu dis, il a 1, bim, alors évidemment, tu recycles 2 quand même, mais 5, ça oui, parce que ça joue avec, très peu d'unités, et très peu de, tu peux avoir que une seule ressource redressée,
Bon, après, ça va tout payer en recyclage, mais ça peut faire une grosse surprise. Si tu dégommes une unité qui fait tout et vu que c'est une action, tu peux la jouer pendant le showdown. Tu tournes autour d'une seule unité et quand tu la vires, t'as intérêt quand même de... c'est fort. Alors, les jeunes, ils ont toujours un peu des kill units, mais un peu moins aussi que sur le 7-1, sur le truc d'avoir peur. La couleur en jaune, là, pour le fait de, tout ce qui est victoire et tout ça, de tuer une unité directement, tu vois. Sur le fait de dire, si vous faites une tourelle avec plein de, les équipements, vous allez les garder, mais c'est vrai que votre unité, vous allez, elle peut se faire sauter. Après, il y en aura toujours, et puis celles qui étaient du 7-1, elles vont rester, donc. Et là, t'as deux, trois petits équipements que tu les avais montrés tout à l'heure aussi. Oui, après, c'était pour montrer un peu les équipements, les Doran Shield, voilà. On voit que dans toutes les couleurs, on va avoir des équipements, mais ça, c'était juste pour montrer la mécanique. Il y avait rien de spécial. Mais par exemple, typiquement, pourquoi, pour moi, c'est quand même moins intéressant un équipement, si on regarde là, les deux font la même chose. Puisqu'on donne assaut 2 pour 1 de value, tu donnes assaut 2. Sauf que là, il faut en plus l'équiper, donc recycler une rune. Et le problème, c'est que moi, je trouve toujours que des cartes qui vont permettre de surprendre l'adversaire, alors que l'équipement, tu vas devoir équiper avant de monter, sauf si tu as un quick draw, mais là, tu es obligé d'équiper avant d'aller attaquer. Et donc, l'adversaire sait que tu as ça. Alors que si tu joues ça, alors c'est sûr que ça c'est one shot, alors que ça reste tout du long. Mais tu vas pouvoir surprendre, et en plus avec le repeat, tu peux passer à +4. Donc mais voilà, ça, pour moi, ça a toujours une meilleure value. Pour ça que les équipements, je suis... Mais d'où le quick draw. Le quick draw est intéressant parce que c'est double bonus, parce qu'à la fois t'as la surprise, et à la fois ça reste tout le long du jeu, donc t'as payé tes deux, et le truc tu l'as tous les tours. Là ça vaut le coup, mais t'en as pas beaucoup qui ont ça, quoi. Heureusement. Sinon ça serait un peu abusé, quoi. Là je pense qu'on a fait un peu le tour, je pense, des mechas, des nouvelles mechas, évidemment. Après des petites cartes. Bon, après il y a plein de choses encore à voir, mais bon. C'est ça. Après rapidement peut-être au niveau de la méta, je sais pas si tu voulais dire deux trois choses, parce qu'on a parlé. Donc là, la méta c'est pas compliqué. On a le tueur actuellement qui est surreprésenté. Donc alors déjà il est surjoué et donc surreprésenté dans tout ce qui va être les top 64 et dans les gros tournois qui ont été faits en Chine. Ça veut dire que c'est le meilleur, attention. Ça veut pas dire que c'est le meilleur, mais aujourd'hui les gens sont en train de réfléchir clairement à comment faire pour contrer Draven, si tu veux faire un peu comme à l'époque on avait Kai'Sa. Alors pourquoi est-ce qu'il est bon? C'est que déjà il utilise son champion que j'ai montré tout à l'heure. Il y a sans compter les champions, déjà il y a le violet qui est clairement le chaos, qui est une des couleurs qui est les plus dominantes aujourd'hui. Donc déjà il a ça, et puis quand tu gagnes un combat, tu pioches un. Ça fait un moteur de pioche qui est relativement simple à obtenir, sachant qu'en plus t'as le rouge à côté qui va permettre de booster tes unités quand tu vas attaquer, notamment, ou de booster pas mal tes unités, ou de faire des dégâts pour affaiblir l'autre. Donc en jouant, tu peux très vite piocher un quasiment à chaque tour. Et piocher, voire même plus, parce que c'est à chaque fois que tu gagnes. Et tu peux faire deux sur un tour. Donc ça peut être assez énorme. Et quand tu as un jeu où tu pioches qu'une seule carte par tour, c'est fort. Pouvoir en piocher deux, c'est très 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 fort. Et donc on voit que ça, en plus sans compter la signature qui est pas forcément jouée dans tous les, il y a deux decks a priori qui se détachent de Draven, qui sont pas forcément joués. Et on va avoir après... Alors juste avant de parler de ça, c'est sûr qu'on n'a pas mise, je te coupe juste une seconde. Alors c'est vrai que là tu parles que des persos du 7-2, mais juste pour dire que Kai'Sa est toujours, par exemple, les Kai'Sa qu'on disait contrôle, des gommes quand même, le Draven. Contrôle arrive encore parce que, donc, comment est-ce qu'on peut faire pour jouer contre un Draven et pour tourner autour? C'est éviter les combats. C'est ça. Donc concrètement, on va jouer contrôle et on va plutôt éviter soit repousser ses unités avec un fight or flight, soit détruire les unités avant qu'ils marquent. Voilà, donc on va jouer plutôt sur contrôle pour éviter d'engager des combats et lui permettre de piocher, parce que c'est ça qui fait la force de son héros. Donc ça est toujours présente. Hein, voilà, c'était juste pour dire ça. Tu peux continuer, mais c'est vrai que pour dire voilà. Donc après, on a un peu dans le même type d'idée. Donc on a Ezreal, qui était pas forcément vu comme un champion qui serait dominant. Mais parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils aiment surtout, c'est, je l'ai pas là parce qu'on l'a pas encore droppé, mais c'est son champion.
c'est parce que là la légende elle est bien, mais son champion il est très très joué pour le coup. Son champion qui champion. dit tu pioches 2, tu défausses 1, ça fait piocher. Quand tu le joues, quand il met en jeu, et en plus de ça, tu payes 1 de moins ou en énergie ou en recycle. Oui, mais t'es pas obligé de jouer avec Ezreal. T'es pas obligé de... C'est vrai. Mais dans les couleurs, tu as tendance à plus le jouer quand même. Voilà. C'est vrai que le champion est joué, par exemple, effectivement, chez, Mais son pouvoir est quand même pas mauvais. Déjà, il a 2 couleurs qui sont top, parce que le chaos et le mind, bon, c'est deux couleurs qui sont fortes, justement aussi dans une optique de contrôle de la partie. Et puis si on a on va pouvoir piocher, donc ça sera peut-être moins simple que le Draven, et encore. Parce que il faut cibler avec des sorts les gears ou les unités adverses, et donc c'est quand même assez faisable. Mais d'où l'importance des repeats. Si tu utilises des repeats, c'est ça. Voilà, typiquement. Donc ça c'est une légende qui fonctionne aussi très très bien avec la méta actuelle, quoi. Clairement que moi je vais jouer celui-là parce que j'aime beaucoup les mécaniques. Après on a Irelia qui peut faire des trucs de fou. Elle fait mal. Alors pour le coup Irelia elle fait mal à Kai'Sa, je crois. Enfin, je crois qu'Irelia bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Eh ben c'est déjà pareil, on a de nouveau du violet, hein, parce que là donc Kai'Sa, Draven, Ezreal et Irelia, donc ils sont dans les top méta actuellement, on est tout sur du violet, quoi. Donc pour voir qu'on a quand même une couleur qui est surreprésentée et relativement dominante aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à celle-là? On va pouvoir l'exhaust. On va pouvoir recycler et on peut redeem de ces unités. Donc là, on va avoir... À condition d'avoir ciblé l'unité avec quelque chose. C'est pas non plus si trivial dans le sens où il faut quand même que tu l'équipes ou que tu lui mettes un spell, mais il faut quand même que tu aies ciblé ton unité avec quelque chose avant de le faire. Sinon, ça serait trop fort. T'es quand même obligé d'avoir le prérequis quand même au départ. Et après, effectivement, quand tu conquiers, tu peux redresser. Donc ça veut dire qu'en fait, tu vas pouvoir jouer une même unité plein de fois. Elle faire arriver direct, tu lui mets un buff, tu lui mets un équipement, bim, elle arrive. Tu l'as fait un ganking, elle va conquérir une fois, tu fais un ganking, elle conquérir une deux fois, tu redresses, machin, t'as fait tout le tour du battlefield, t'es revenu à la base, et puis l'autre lui fait, bah toi. Pareil, où elle est forte, c'est parce qu'elle a son champion aussi qui est très fort, le Fervent, qui permet de gagner +1 à chaque fois que c'est quoi déjà, que tu joues à l'équipe. Alors je l'ai pas, mais enfin bref, en tout cas, il gagne +1, et à la fin, tu peux vraiment faire tu peux faire une tour et le rentrer à la base et faire qu'il est à la fin, il se retrouve rapidement sur le tour à +20 si jamais je sais plus si tu le cibles ou tu lui mets un équipement ou je sais plus ce qu'il a un truc particulier, mais en tout cas, c'est, son champion est très fort, quoi. Et qui va, je pense que je vais jouer ça. Toi, tu vas jouer Fiora. Qui sort un peu, justement, la couleur complètement différente. Et, la Fiora. Alors la Fiora, quand une unité devient mighty, on peut l'exhaust pour channel une rune. Donc en fait ça va être donc c'est pas compliqué, hein. On voit c'est soit des moteurs de pioche, soit des cartes qui vont permettre de générer de la ressource. Donc là on génère de la ressource parce qu'on génère des runes. Kai'Sa, on économise de la ressource en lançant des sorts. Annie, on redresse des ressources. On n'a pas parlé de Annie, évidemment. Voilà. Annie qui était donc on voit quand même que la ressource et la pioche sont sur les pouvoirs des légendes aujourd'hui, c'est ce qui se détache complètement. Et j'aimais bien donc avec mais je l'ai pas, je sais pas si je vais la retrouver. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que il y a un peu plus de diversité, on va dire, quand même, je trouve, tu vois, petit à petit. Je pense qu'après le 7-3, on commencera à avoir une méta où il n'y a pas juste un héros surjoué, ça deviendra un peu plus équilibré dans ce sens-là, je pense, le temps de... Pas forcément, parce que tu vois, par exemple, je prends l'exemple de Star Wars, au 7-4, ils ont sorti des cartes qui ont fait qu'un héros qui était pas du tout joué est venu surdominant, ils ont dû le bannir 2 semaines après. Ouais, mais ça, c'est parce que bon... Non, mais c'est alors qu'en fait, il n'était pas joué. Il était pas joué. Il est devenu très fort d'un coup, et donc ils ont été obligés de le bannir parce que quand on était dans le top 64, il y avait la moitié des gens qui jouent. Je vois plus la Fiora parce que je l'aime bien. La Fiora, tu l'avais vu, non? La Fiora du coup. Ah ouais, je la trouve en jaune, du coup. C'était pas la rare. Si, la rare. Mais la rare, je les ai mises au-dessus, donc je l'ai pas. Bon, j'avais que la. Moi, j'ai que Fiora orange là, celle-là. Ah oui, mais c'est celle-là qui est bien. Moi, j'aime. Là, celle-là. Enfin, pour 3,
Donc on recycle 1, ok. Mais quand j'attaque ou je défends seul, on double ma puissance. Donc ça veut dire que je passe à 6. Et donc en passant à 6 en plus, je déclenche l'effet Fiora. Donc finalement, la rune que j'ai utilisée, que j'ai recyclée pour jouer, eh ben en fait je la récupère, quoi. Et donc potentiellement, si on joue en second, au tour 2, on a une unité à 6 sur un battlefield. C'est... Mais elle est jouée quand même, Fiora, elle est jouée, hein, du coup, elle est dans la méta. La Fiora, elle fait partie des top tier méta. En fait, dans les top tier méta aujourd'hui, donc on a Draven qui est au-dessus, et en dessous, bon après ça dépend de qui on regarde, de qui note et autres, mais il y a ces trois là plus Kai'Sa. Donc ce qui veut dire quand même que les nouvelles légendes sont rentrées vraiment en force dans la méta, ce qui est pas forcément tout le temps le cas, quoi. Parce que souvent on a des légendes qui sont installées et qui vont être renforcées par les cartes qui arrivent, et on va pas forcément avoir c'est par exemple pareil à Star Wars. Bon, tu vas avoir des choses, mais des choses qui sont installées qui vont être plus fortes, et là il y a quand même un gros renouvellement avec les nouveaux là qui arrivent en force, quoi. Des fois tu dis 7, est-ce qu'il va passer avec des nouvelles cartes ou pas? Boum, pareil, tu dis tiens, ce que Timo qui voulait essayer de faire quelque chose, bah non, il y a pas de nouvelles cartes il y a pas de temps de Hayden. Après, je pense qu'il y a aussi l'effet, tu arrives, tu as les nouveaux légendes, machin, tu dis ça va être bien, tu vas les jouer. Peut-être qu'avec un peu le temps, on va avoir d'autres qui vont revenir. Moi, je jouais par exemple Leona qui est basée sur le stun, et là, j'ai une carte qui stun. Alors elle a repeat, elle est pas mal. Une carte qui stun dans le set, ça fait pas grand chose en plus pour essayer de la rendre plus forte. Donc tu peux l'améliorer haute, mais voilà, ça va pas là. Bon, qui était déjà pas super méta, donc là. En tout cas, c'est que tu dis bon, sur 2 ans, va y avoir avec tous les sets, tu vas pouvoir les enrichir, mais en même temps, comme il y a ça tourne, une rotation tous les 2 ans justement. C'est ça. Le temps où ton héros, moi comme mon Timo, il sera jouable, peut-être qu'il sera jouable le moment, il sera banni 2 semaines après. Le ressentir, mais faites chier les gars. Écoute, tu vois, je pense, Julien, qu'on a fait un peu le tour là en tout cas de tout ce qu'on doit connaître de façon basique et principale sur le jeu, sur le set 2, avant de rentrer plus en détail vraiment sur des mécaniques de héros, de deck, etc., qu'on pourra faire aussi, ultérieurement, où là on pourra rentrer, ou même, je sais qu'ils avaient bien aimé aussi les côtés un peu de ces quiz là, où on propose des trucs sur c'était sympa. De vous préparer avant des petites questions de tiens, il se passe ça et ça, et qu'est-ce que vous faites à partir de là, pour des fois un peu pour régler certaines mécaniques. D'ailleurs, c'était sur le gros tournoi là en Chine, justement, on en parlait du 31 là, je sais plus du tournoi, où il disait à un moment donné sur le deuxième round entre Ezreal et Kai'Sa, où Kai'Sa perd sur le deuxième round et ils font un troisième, alors qu'en fait Kai'Sa avait gagné, et du coup c'est intéressant de mettre pause sur la partie et de regarder, en fait de dire ah oui tiens, s'il avait fait ça il aurait gagné, mais du coup le mec a pas pensé à le faire et tout ça. C'est intéressant des fois de faire des arrêts sur image, et alors évidemment quand t'es en pleine compétition et tout, tu vois pas tout, mais c'est intéressant sur les vidéos de proposer c'est ça le truc, quand il y a un peu d'enjeu et autres, des fois on fait des erreurs. Ça tu dis un gros joueur comme ça il a oublié de faire ça, oui quand même. Mais tout le monde peut faire potentiellement des erreurs. Oh la boulette. Voilà, mais écoutez, en tout cas j'espère que ça vous a plu, on refera ça avec Julien. On refera un peu, on refera, c'est sympa, Bon, après, nous, on essaye de faire des vidéos, on n'est pas des top players. Comme on disait, le tout c'est d'être sympa. C'est d'être sympa et puis de présenter les choses correctement. C'est pas parce qu'on n'est pas top player qu'on sait pas jouer. Oui, après ça donne quand même une idée, et puis après effectivement il y a des trucs un peu plus spécifiques. Puis on verra, ça reparler, mais c'est vrai que si vous allez sur les tournois, malheureusement il y a plus de place pour Bologne parce que ça s'est rempli vite. Mais là il y a quand même un régional à Lille, et je sais pas combien il y en aura dans l'année, il n'y en aura pas 50. Donc ça c'est le 18-19 avril. Et inscription le 16 février. Et moi j'attends savoir si Riot Games me valide le badge créateur, parce que c'est vrai que la Riot m'avait contacté en mail, donc là c'est aujourd'hui, je crois que ça va se faire d'ici 2-3 jours, parce que le 16 c'est bientôt, c'est lundi prochain, donc on verra. Et si jamais on est sur l'île, venez. Moi pour le coup j'avais fait un régional Star Wars Unlimited sur l'île, et c'était cool. C'était très sympa. Donc ça veut dire que ça pourrait être... Après c'est pas les mêmes jeux non plus, donc... Non, mais la salle est sympa. Tu penses que c'est la même? Tu penses que ça sera... Oui, parce qu'en fait ils faisaient beaucoup d'events, l'Orcana machin, donc je pense que ça sera la même. Elle est vraiment pas loin de la gare, il y a de quoi se loger à côté, donc très bien. Très sympa. Okay. Donc tout ça pour dire que si jamais on est sur l'île, ce qui est quand même des chances, quoi qu'il arrive, même on pourrait jouer tout ça, vous êtes les bienvenus pour nous faire un coucou, dire oui j'ai vu vos vidéos, c'est sympa, c'est toujours plaisir de voir les joueurs et les gens aussi en vrai, donc n'hésitez pas à venir nous voir et puis à mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir, à vous abonner et à partager tout autour de vous. Bye bye. Merci. À bientôt. Ciao. À bientôt. Bon jeu.